Malgré plusieurs démissions, Theresa May est parvenue à faire accepter l'accord sur le Brexit par son gouvernement. Un accord maintenant l'union douanière qui ne satisfait personne. 10 jours après l'effondrement de 3 immeubles en plein cœur de Marseille, la colère monte dans la cité phocéenne. Des manifestations orchestrées par l'extrême gauche appellent à la démission du maire Jean-Claude Gaudin. Le bilan de ce dernier à la tête de la cité phocéenne suscite à présent de sérieuses interrogations. L'entreprise d'agroalimentaire La Micaline convertie au halal. La polémique enfle après la publication d'une vidéo d'un consommateur mécontent de ne pas être informé. Madame, monsieur, bonsoir. Le nouvel accord sur le Brexit fait l'unanimité contre lui. Le gouvernement de Theresa May a fini par accepter le plan proposé par les 27 avec le maintien de toute la Grande-Bretagne dans l'union douanière. Une décision presque contrainte qui ne fait pas l'unanimité chez les Britanniques. Élise Blaise. C'est un Brexit light qui ne passe pas, alors qu'il aura fallu 19 mois d'âpres négociations pour aboutir à un accord avec Bruxelles. Le texte n'est pas accueilli en sauveur outre-Manche. Si Theresa May est parvenue mercredi à convaincre son gouvernement, nul ne sait combien de ministres a ouvertement témoigné son hostilité entre les murs du 10 Downing Street. Il faut dire que l'exécutif de Theresa May était tiraillé entre deux solutions assez peu reluisantes. La première, celle qu'ils ont finalement choisie, accepter le plan proposé par Bruxelles en début de semaine, malgré de lourds points d'achoppement, arguant qu'une sortie sans accord était le pire scénario à envisager. La deuxième aurait été de faire un nouveau point de blocage en refusant les dispositions, une décision qui aurait tant affaibli le Premier ministre May que des élections auraient dû être anticipées de telle sorte que tout ce petit monde aurait sans doute perdu sa place. La raison a donc triomphé pour certains, les autres ont préféré démissionner. C'est notamment le cas de Dominic Raab, le ministre chargé du Brexit, à l'instar de Shailesh Vara, ministre chargé du cas Irlande du Nord. En effet, le plan se présente bien différemment de ce que beaucoup attendaient après le oui victorieux au référendum, d'autant que Theresa May, en campagne pour être Premier ministre, semblait à l'époque consciente de ce qu'elle devait mener à bien. Well, I couldn't be clearer. Brexit means Brexit, and we're going to make a success of it. There will be no attempts to remain inside the EU. On est finalement bien loin de tout ça. Et les partisans d'un hard Brexit, une sortie radicale de la Grande-Bretagne de l'UE pour retrouver une souveraineté pleine et entière, attendront. En effet, le maintien momentané du pays au sein de l'union douanière réduit considérablement ses marges de manœuvre et les perspectives économiques sur lesquelles se reposaient précisément les envies de Brexit. Pire, si Theresa May insiste sur le caractère momentané du maintien, aucune date n'a été fixée. Un flou inquiétant quand on sait que tant que l'uniformisation des droits de douane est maintenue, la Grande-Bretagne ne peut pas conclure d'accord bilatéral avec un pays tiers. C'est d'ailleurs l'objectif principal de Bruxelles qui refusait d'imaginer que le pays puisse faire de la concurrence déloyale à l'UE. Un Brexit sacrément light donc. Seul mérite de l'accord, la mise en sourdine du problème de l'Irlande du Nord qui refusait catégoriquement de voir ériger un mur à ses frontières avec la République d'Irlande. Au final, l'accord trouvé pour le moment a peut-être fait céder le gouvernement pour des raisons politiques, pour ne pas dire politiciennes, mais il est loin de faire l'unanimité dans la population. Alors que les pros et anti-Brexit passent leur temps à s'affronter, cette fois ils se sont mis d'accord pour critiquer le plan de sortie. En effet, pour certains, le Brexit est toujours une catastrophe et le plan n'est qu'une étape supplémentaire qui rapproche du dénouement. De l'autre côté, pour les partisans d'un hard Brexit, le maintien dans l'union douanière est une usurpation du vote des Britanniques. Well, today Theresa May is going to sell us out. She's created a deal, concocted a deal, which doesn't represent what we voted for. We voted to leave the customs union, the single market, and anything that represents that. We voted to be an independent country, and that is what we will have. There is an awful lot of concern about what it actually means overall, and that we will be taking instructions from Brussels on a lot of our laws without any say in them, and nobody voted for that at all. I know I didn't, and I'm sure a lot of those people, most of those people across the road didn't either. L'accord dessiné est donc loin de satisfaire les Britanniques dans leur ensemble. D'aucuns considèrent même qu'il aurait été préférable de ne pas trouver de consensus du tout, plutôt qu'un texte qu'ils jugent bancal. Reste à savoir si la prétendue voix de la raison saura trouver suffisamment de soutien à Westminster. En effet, la majorité clairsemée de Theresa May devra compter sur d'autres camps pour appuyer le texte. Là encore, bien au-delà de leur vision initiale du Brexit, les parlementaires pourraient être avant tout tentés de conserver leur siège.
Marseille en pleine tempête, 10 jours après l'effondrement de 3 immeubles dans le centre de la cité phocéenne. Des milliers d'habitants ont manifesté leur colère à l'égard du maire de la ville, Jean-Claude Gaudin, faisant ainsi le jeu de la France insoumise. Y a-t-il un pilote dans l'avion? C'est ce que se demandent des milliers de Marseillais après l'effondrement de 3 immeubles le 5 novembre dernier dans le cœur de la ville. Des effondrements qui ont causé la mort de 8 personnes. Un drame vécu comme la goutte d'eau qui a fait déborder le vase alors que la cité phocéenne est en proie à d'énormes difficultés sécuritaires. Mercredi, ils étaient près de 10 000 à défiler dans les rues marseillaises. Au cri de Gaudin démission ou encore Gaudin assassin, la manifestation s'est déroulée sous haute tension. Selon la préfecture de police, 5 individus ont été interpellés lors d'échauffourées entre manifestants et forces de l'ordre. Une marche de la colère qui s'est conclue sous les fenêtres de la mairie de Marseille, située sur le Vieux-Port. Très critiqué depuis le drame, Jean-Claude Gaudin, aux commandes de la ville depuis 1995, a pour la première fois reconnu dimanche n'avoir pas fait assez pour lutter contre l'habitat insalubre. Il faut dire que les deals et dos au mur depuis la publication de plusieurs documents attestant que l'alerte avait été sonnée plusieurs semaines, voire plusieurs années avant le drame. Des documents qui laissent à penser que l'état de fragilité de ces immeubles était connu de la mairie de Marseille, mais aussi du système judiciaire. D'ailleurs, un rapport pour le ministère du Logement datant de 2015 estimait à 40 000 le nombre de logements à Marseille insalubres ou dangereux, représentant 100 000 habitants. Pas de quoi donc calmer la colère des habitants alors que 4 nouveaux bâtiments présentant des risques et répartis dans toute la ville ont été évacués mardi de leurs 33 habitants qui ont été provisoirement relogés dans des hôtels. Une colère qui fait également le jeu de l'opposition. Jean-Luc Mélenchon en tête. Député de la circonscription où ont eu lieu les effondrements, le chef insoumis a saisi cette opportunité en or pour engranger la sympathie des manifestants en se mêlant à la foule. Faisant une pierre deux coups, Jean-Luc Mélenchon en a également profité pour tacler une nouvelle fois le gouvernement quant à sa politique du logement. Une récupération qui pourrait regonfler la cote de popularité de Jean-Luc Mélenchon en vue des européennes, alors que le leader insoumis est en délicatesse dans les sondages après l'épisode des perquisitions à son domicile et au siège de son parti. La Micaline ne produit-elle que du halal? Cette chaîne de boulangerie de gamme moyenne a généralisé la vente de produits soumis à la loi islamique, suscitant des problèmes d'information des clients et de traçabilité des produits. Olivier Frère-Jacques. La Micaline se soumet à la loi alimentaire islamique. Cette enseigne de boulangerie de gamme moyenne et dont le siège est basé en Vendée a été épinglée par un consommateur. Ce dernier s'est filmé dans son automobile au service drive de l'enseigne. La Micaline, bonjour. Oui, bonjour. Je voudrais un sandwich poulet, s'il vous plaît. Poulet complet. Comment? Poulet complet. Oui, complet poulet. C'est halal? Oui. D'accord. C'est tout halal, on n'a pas de problème. Ah non, il n'y a pas de problème. D'accord, très bien, je vous remercie. Le consommateur dénonce l'absence d'informations sur les produits puisqu'aucun logo ou inscription ne renseigne les acheteurs quant au fait que les produits soient halal. Donc vous pouvez faire le tour de toutes les inscriptions sur le paquet. Évidemment, il n'est absolument rien notifié que ce soit halal. Donc voilà, c'est-à-dire que maintenant, en Vendée, on est, c'est-à-dire que je l'ai acheté à La Roche-sur-Yon. La Micaline ne donne pas le choix au client, c'est-à-dire que vous achetez systématiquement du sandwich halal avec tout ce que ça compense, c'est-à-dire que vous achetez un sandwich d'une viande avec une viande à l'intérieur qui est sortie d'un abattoir halal et qui a été tué sous un rituel islamique. Les consommateurs de la Micaline, sans le savoir, financent en achetant les produits de la chaîne agroalimentaire la construction de mosquées en France ainsi que tout l'écosystème islamique du pays. À raison de 10 à 15 centimes par kilo de poulet, c'est l'entreprise vendéenne qui s'acquitte directement de cette dîme mahométane. Pas très heureuse de cette contre-publicité, la Micaline a décidé de porter plainte pour diffamation contre l'auteur de la vidéo. La chaîne a d'ailleurs affirmé ne pas vendre que des produits halal et laisser le choix à ses clients. Un choix qui n'est en réalité pas si évident comme en témoigne la vidéo, mais aussi comme on peut le constater en se rendant dans les franchises.
Pour Alain de Peretti, vétérinaire et président de l'association Vigilance Halal, cette affaire est emblématique d'une convergence entre communautarisme et affairisme. Cette affaire est emblématique de l'alliance de l'affairisme et de l'obscurantisme islamique, qui fait que de nombreux industriels, en toute bonne foi, pensent avoir découvert l'Eldorado du halal pour faire des profits et des bénéfices. Et évidemment, ils ne se rendent pas compte des conséquences. Les conséquences sont liées au fait qu'en faisant du halal, en achetant des poulets halal, dans le cas de la Micaline, ils versent des sommes d'argent à des organismes certificateurs et ces organismes certificateurs reversent eux-mêmes à des mosquées. Un business qui profite donc à des sociétés privées et à des associations cultuelles aux activités et au fonctionnement bien souvent opaques. Reste aussi le problème sanitaire et de la traçabilité des produits. Un sujet épineux car touchant directement aux problématiques de communautarisme et que les associations de consommateurs se gardent bien d'affronter en face. Une nouvelle fausse bonne idée pour lutter contre la hausse des arrêts de travail. Le Premier ministre Édouard Philippe se dit favorable au télétravail pendant les arrêts maladie. Un effet d'annonce qui, à y regarder de plus près, relève de l'absurde. Olivier Frère-Jacques. Un salarié en arrêt maladie et qui va finalement travailler depuis chez lui, c'est la fausse bonne idée relayée par le Premier ministre Édouard Philippe. Alors que les arrêts maladie de plus de 6 mois représentent pas loin de la moitié des dépenses de la sécurité sociale, le gouvernement entend réagir vite, quitte à faire n'importe quoi. L'idée est de mettre en place un retour au travail en douceur via le télétravail et donc travailler depuis chez soi pendant un arrêt maladie. Dès lors, la frontière entre le vrai arrêt de travail et l'arrêt en demi-teinte, lors duquel le travailleur offrira toujours sa force de travail à distance, risque de devenir très légère et participer à une confusion dangereuse pour le droit des travailleurs. L'idée, développée par le locataire de Matignon, concerne essentiellement les arrêts longs, des arrêts longs de plus de 6 mois qui représentent 44% des dépenses de la sécurité sociale, mais qui ne représentent que 7% de la totalité des arrêts. Pour accompagner les travailleurs arrêtés longtemps, il existe de surcroît déjà un dispositif appelé le temps partiel thérapeutique. Le télétravail, pendant l'arrêt de travail, a donc tout de la poudre de perlimpinpin. Alors que le télétravail classique peine à prendre une place importante dans un monde professionnel français qui demeure très réfractaire à ce type de changement du fait de la culture d'administration et des lourdeurs de la verticalité managériale dans l'Hexagone, le recours à ce même télétravail dans le cadre des arrêts de travail de longue durée semble d'ailleurs assez hypothétique eu égard à la nature d'une partie de ces arrêts. On imagine ainsi difficilement un travailleur du BTP profiter du télétravail. Cette proposition, reprise par le ministre, pourrait donc rapidement se transformer en projet de loi, un nouveau texte pour rien et tout à fait inadapté au marché du travail et aux problématiques de sécurité sociale en France. Et on retrouve une nouvelle fois Olivier Frère-Jacques pour l'actualité en bref. Anne Hidalgo pousse la piétonisation toujours plus loin. Après l'opération des quais de Seine, le maire de Paris souhaiterait interdire le centre historique de la capitale aux voitures. Les Parisiens peuvent néanmoins se rassurer, il s'agit d'un projet s'inscrivant dans une éventuelle prochaine mandature. Anne Hidalgo, qui a succédé à Bertrand Delanoë à la tête de l'exécutif parisien en 2014, n'a pas encore formellement indiqué si elle était candidate à sa succession en 2020. Des armes retrouvées dans une école. Lundi, armes et munitions ont été découvertes dans le faux plafond d'une école élémentaire à Saint-Jean-de-Bray, dans le Loiret. Les armes étaient cachées dans une partie de l'école qui n'était pas accessible aux élèves ni au corps enseignant pendant les travaux. Une enquête a été ouverte et l'ouvrier qui a découvert l'arsenal a été placé en garde à vue. On ne touche pas à Brigitte Macron. Le rappeur Kalash Criminel a affirmé que l'Élysée avait fait pression sur sa maison de disques Universal pour censurer le titre Cougar Gang, dans lequel Brigitte Macron est mentionnée. Résultat, le titre a été retiré de l'album, mais pas d'Internet. Le rappeur a posté la vidéo le 9 novembre. Boosté par la polémique provoquée par ce retrait décidé par Universal, le clip compte plus d'1 million de vues sur l'Internet. Somme record pour le pendentif de Marie-Antoinette. Mercredi, le bijou vendu aux enchères par la maison Sotheby's à Genève a été adjugé à 36,2 millions de dollars. 9 autres pièces ayant appartenu à la reine de France, puis détenues par les Bourbons-Parme, ont été dispersées. En tant que défenseur du patrimoine national, Stéphane Bern avait tiré la sonnette d'alarme en octobre, estimant qu'il s'agissait d'un trésor national en vain.
Et dans un instant, vous avez rendez-vous avec notre Zoom du jour. Conseiller municipal de Versailles, Fabien Bouglet, met toute son énergie dans la dénonciation de l'implantation des éoliennes en mer. Il suffit de regarder sur Internet éoliennes au large de la Grande-Bretagne, par exemple, pour voir des centrales éoliennes au bord des côtes. Et là, on voit que c'est absolument épouvantable. C'est une atteinte absolument grave au paysage, à l'environnement et à un cadre naturel magnifique que constituent ces deux îles. L'Allemagne, qui est le pays de l'éolien, on a pu voir, et toute personne qui se déplace en Allemagne peut le constater, l'Allemagne est aujourd'hui totalement dénaturée par les éoliennes, puis ils ont arrêté le nucléaire. Et pour autant, l'Allemagne est le plus gros émetteur de gaz à effet de serre. Et pourquoi ? Parce que les éoliennes fonctionnent 25% du temps, elles sont intermittentes et elles ne peuvent être compensées que par des énergies d'origine thermique, c'est-à-dire au pétrole, au gaz ou au charbon. Ce qui explique que plus on développe l'installation d'éoliennes dans un pays, plus il y a d'émissions de gaz à effet de serre. Et ce soir, retrouvez également Géopol. Bruno Gollnisch évoque la situation internationale. À peine rentré de Corée du Nord en qualité d'observateur dans le cadre du Parlement européen, il revient sur ses 30 ans passés au Front national. Et tout de suite, une nouvelle chronique de la France de Campagnole avec Christian Combaz. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Campagnole, je veux dire la rubrique, pas le village, est en train de faire carton plein cette semaine parce que vous pouvez tous témoigner que les problèmes des ruraux et des provinciaux qui n'ont plus un radis pour rouler, pour se chauffer, qui n'ont plus de médecins, qui sont flashés à 82 km/h, tout ça est en train d'arriver sur la place publique, c'est le cas de le dire, et ceux qui prendront le temps de remonter la cascade d'alerte qu'on trouve dans cette chronique depuis presque 2 ans maintenant, ne pourront que conclure que tout y était. Quoi ? Eh bien tout. On avait tout dit, ou presque, de ce qui allait se passer. La seule chose qu'on n'avait pas prévue, et pour cause, c'est que le pouvoir puisse museler la justice dans un cynisme parfait, faire taire les opposants, faire censurer les gens sur Internet, puisse laisser parjurer ses ministres et ses hauts fonctionnaires au Parlement, puisse laisser dissimuler des preuves, entreposer des armes au siège du parti, arracher un coffre sous scellé. Non, ça, on l'avait pas prévu. Mais de leur côté, ils n'ont peut-être pas prévu non plus que le peuple ira quand même au bout de ses curiosités sur toutes ces questions-là. En revanche, on avait prévu que ça allait se passer exactement comme quand un vieux de Campagnole se laisse fourguer une véranda qui vaut 2 fois le prix de ce qu'on la paye chez Castorama ou La Paire par un artisan peu scrupuleux venu de Toulouse qui a une grosse équipe de 3 commerciaux à la limite entre le vendeur de fenêtres et les témoins de Jéhovah pour ce qui est des méthodes. Ici même, souvenez-vous, on vous racontait il y a 1 an l'histoire de ce vendeur de voitures un peu charmeur, un peu escroc, marié à une femme qui avait le double de son âge et qui avait sillonné le pays de Campagnole pour vendre des véhicules moins chers avant qu'on s'aperçoive que le contrat comportait des clauses cachées. Et ben là, récemment, comme il avait été décrit dans cette chronique villageoise, le gouvernement français tout entier nous refait le coup de l'artisan malhonnête, du vendeur de voitures foireux qui livre pas les véhicules promis mais qui encaisse la compte. Et cet artisan qui vend des vérandas, que vous dit-il ? Ben, il vous dit qu'il s'agit d'une solution économe en énergie. Il vous fait miroiter l'aspect écologique de ce qu'il vous vend. Et on est bien obligé de convenir que pour l'argumentation du fioul par le gouvernement, là c'est pareil, on vous raconte ceci et cela sur la transition énergétique, alors qu'en vérité la seule chose qui les intéresse, c'est l'argent qu'ils vont ramasser pas du tout l'avenir de la planète. Les sommes affectées à leur prétendue planète propre, là, sont le 10e des autres. Et là encore, pour ce qui est de la trésorerie dans cette affaire, on est obligé de faire le parallèle avec l'artisan de Toulouse qui mise sur le commercial, qui vous vend des fenêtres mal faites 3 fois plus cher. Et pourquoi ? Parce que le propre des artisans malhonnêtes n'est pas de vous demander le prix que ça vaut, mais d'établir le prix en fonction de leurs besoins de trésorerie. Donc évidemment, la marge évolue énormément. C'est souvent le cas en France, surtout face aux milieux populaires un peu ignorants, les vieux, les faibles d'esprit. On leur demande
demande pas ce que ça vaut, on leur demande de quoi boucler le bilan pour finir à l'équilibre, quelle que soit la méthode, et pour faire patienter la Chambre de commerce. Donc le gouvernement, là, s'est dit la même chose que le fabricant de véranda, il faut que je charge les devis parce que j'ai 40 milliards à trouver. La Chambre de commerce, vous l'avez compris, pour nous, le peuple, c'est la Commission européenne. Et le but du jeu, c'est de l'amadouer, d'éviter la honte, la faillite devant les agences de notation. Donc quoi ? Eh bien, puisqu'on vend du vent trop cher pour se faire de la trésorerie et pour boucler le bilan n'importe comment, la clé du système, comme dans toutes les escroqueries, c'est la vente, le commercial. Il faut convaincre. Et pour convaincre, on fait quoi ? On embauche des commerciaux qui présentent bien. On fait du sponsoring dans des événements prestigieux. On loue les services d'une vedette de la télé pour poser sur les affiches. On dépense en communication. Et c'est là que le système Macron ressemble de plus en plus à celui des artisans de Toulouse qui font de la cavalerie financière, qui ne payent pas leurs sous-traitants et qui dépensent énormément en brochures, en sponsoring, cyclistes par exemple, en commerciaux, sourire aux lèvres. Pour quelle raison, m'a dit Gustave, tu penses qu'ils ont cherché le concours des Hulot et des Stéphane Bern, qui d'ailleurs vendent justement des vérandas dans le privé? C'est pour mieux fourguer leur salade à ce qu'on appelle le grand public. Et là, Gustave, dont je vous rappelle qu'il s'agit du bouquiniste du village, m'a cloué par la justesse de sa comparaison. Il m'a parlé d'un vendeur d'autographes qui avait monté une espèce de pyramide frauduleuse, qui a gardé pignon sur rue pendant 10 ans, un nommé l'Héritier, qui avait créé un club d'investissement pour épargnants, sauf qu'au lieu d'acheter des immeubles, il achetait des autographes. Et il faisait poser des vedettes à côté de lui. Alors le truc a capoté au bout de 10 ans, on s'est aperçu qu'il vendait du vent, et le vent, ça se vend toujours trop cher. Il attend son jugement, où il a été jugé, je ne sais plus bien. Il a lésé des milliers d'épargnants qui ne reverront jamais leurs économies, un peu comme les Français avec Macron. Mais au bout du compte, ce qu'on en retient, c'est qu'il pratiquait le même système que le parti au pouvoir, mettre des vedettes dans la vitrine, dépenser gros en communication, compenser une absence de contenu en doublant les équipes de vente. En gros, m'a dit Gustave, quand les politiques se comportent comme les commerciaux en campagne, il leur arrive la même chose qu'aux artisans malhonnêtes de Toulouse. Ils mettent la clé sous la porte et toi, tu te retrouves avec une véranda pas finie, pas étanche ou même sans véranda du tout et tu as perdu ton argent pendant qu'eux, ils font des conférences à 100 000 à Dubaï. Eh bien, abonnez-vous à Campagnol TVL. C'est presque un bulletin de vote. Merci.